15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, metteur en scène, acteur français de théâtre et de cinéma. Il était venu nous voir pour la pièce Le Mystère Sony d'Alain Tellier au Théâtre Montparnasse et pour le procès Goldman de Cédric Kahn. Désormais, Nicolas Briançon nous propose la pièce Monstre sacré, mise en scène par la comédienne russe Renata Litvinova, librement inspirée du film mythique Sunset Boulevard qu'il a adapté sur les planches au Théâtre Hébertot. Cela se passe tous les dimanche jusqu'au 25 mai. L'occasion, vous le savez, comme toujours, de découvrir ou redécouvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Nicolas Briançon. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Merci de m'inviter. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de cette grande pièce Monstre sacré de Renata Litvinova. C'est au Théâtre Hébertot. C'est une pièce, je le disais, qui rend hommage à un film mythique de Billy Wilder, Sunset Boulevard, aussi appelé Boulevard du Crépuscule. C'est un film sorti dans les années 50, multi-récompensé, que j'imagine vous connaissiez déjà. Oui, ça fait partie des très grands films de l'histoire du cinéma. C'est le monologue de Gloria Swanson à la fin du film est une chose qu'on montre dans toutes les écoles de cinéma. C'est sûrement un des grands films de Billy Wilder, peut-être un des plus grands, en ce sens qu'il arrive. Alors, il est vraiment la quintessence de son art, c'est-à-dire ce mélange de drame, de polar, de comédie pure, et cet équilibre qu'il arrive à tenir entre tous ces genres. Et puis, cette histoire qui pourrait finalement être une histoire un peu boutique, c'est-à-dire qui pourrait n'intéresser que des acteurs. On rappelle le pitch, une grande actrice du cinéma muet qui vit des heures plus difficiles au moment de l'avènement du parlant et qui pense qu'elle est encore une gloire hollywoodienne et qui aidée en cela par un entourage qui l'entretient dans son illusion et dans son mythe et qui va jusqu'au meurtre. Pour maintenir cette folie, cette image, voilà. Et c'est à la fois dérisoire et poignant et bouleversant, et c'était très amusant, même si on n'est pas dans Sunset Boulevard, dans la pièce qui est racontée. C'est une évocation, comme vous l'avez dit, mais c'était très amusant de tendre la main à ces artistes russes qui sont en France depuis 3 ans pour les raisons qu'on imagine bien, et qui ne peuvent pas rentrer en Russie puisqu'ils sont maintenant ennemis de l'intérieur, de leur tendre la main et de participer à un spectacle étrange, quoi, qui était une sorte de pièces à 2 voix, puisqu'on joue en russe et en français. Et justement, on va y venir doucement mais sûrement. Ce film Sunset Boulevard, il a connu son succès pour être un film sombre, haletant, aux allures de thriller, en noir et blanc, inspiré par les films aussi sur les stars de l'âge d'or du cinéma. On était à Hollywood. Le rayonnement d'une star était lié à l'importance de ses rôles, aussi à la dimension de la personnalité. Est-ce que nous ne sommes pas à Hollywood, mais est-ce que vous pensez que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, il faut parler de Renata Litvinova, qui est donc l'actrice et qui joue. Vous voulez dire de façon globale, de façon globale, pardon, le spectacle. Je ne donnerai pas de nom, mais oui, je trouve qu'il y a, alors évidemment pas jusqu'à ces extrémités-là, bien pas sûr, jusqu'au meurtre, pas jusqu'au crime, mais oui, le portrait peint par cette actrice ou cet acteur, parce que en l'occurrence ça pourrait très bien toucher des hommes aussi, vieillissants, qui perdent les rôles et qui veulent continuer de vivre dans l'illusion de leur gloire. Je crois que ça traverse le temps, oui. Oui, c'est pas lié. Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est lié à quelque chose de très profond. Vous savez, les acteurs, dans le fond, il y a toujours chez tous les acteurs que j'ai rencontrés, que ce soit les plus connus ou les moins connus, il y a toujours la peur du lendemain, la peur de l'échec, la peur de ne plus être aimé. D'abord, dans le fond, tous les acteurs que je connais vivent un peu le syndrome de l'imposteur. On se dit tous qu'on est là, mais que peut-être qu'un petit garçon va se lever et va dire à un moment, en nous désignant, le roi est nu, mais en fait, il n'est pas bon, quoi. Sortez-le. Oui. Bon. Et alors, ce syndrome de l'imposture, quand tout d'un coup, il n'y a plus les rôles,
Il refait il surface. devient très il jaillit. douloureux parce qu'on se dit alors. Peut-être que j'étais pas bon oui, finalement. Peut-être que sans doute même. Et déjà que cette angoisse, elle est constante dans ce métier parce qu'on ne sait jamais. De quoi demain sera fait. Oui, de quoi demain sera fait, mais qu'aussi on s'affronte à la critique. Alors on dirait qu'aujourd'hui la critique est partout puisque grâce à ces merveilleux réseaux sociaux et cette invention merveilleuse qu'est Internet, tout le monde est devenu critique de quelque chose, hein, que ce soit de la politique, du théâtre, du cinéma, bon. Mais c'est vrai que nous on est quand même exposé à la critique un peu tout le temps. Donc quand vous en prenez des mauvaises, c'est des remises en question compliquées. Etc. Donc oui, je pense que cette thématique, elle traverse le temps. Est-ce que c'est ça? Je suis trop long, hein, pardon. Non, pas dans du mes tout, ça m'intéresse. Pardon, mais j'ai du mal à être concis. Nicolas Briançon, est-ce que c'est ça qui vous a intéressé dans cette pièce, enfin, ce film qui est devenu une pièce ensuite que vous avez adapté? On va y venir. Alors, c'est pas tant le sujet de la pièce. Ici, je suis tout vraiment honnête. Il me paraissait impossible pour moi de refuser une main tendue à ces artistes qui avaient fui leur pays en prenant des risques, qui sont des grands artistes. Hein. Renata Litvinova, elle a monté ce spectacle au Théâtre d'Art de Moscou. Elle a joué pendant longtemps Tchekhov à Moscou. Elle est pour les Russes une icône de cinéma, une icône de mode et une icône de théâtre. C'est à la fois Ariel Dombal, Fanny Ardant, Isabelle Adjani. C'est une vedette immense en Russie. C'est ça, c'est une très grande star en Russie. Je suis venue vous voir ce week-end, dimanche. Je vais dire les choses, le public était merveilleux. Je pense que c'était tout le gratin russe de Paris, si je peux me permettre. Tout le monde était habillé sur son 31. Il y avait une jeune femme en face de moi qui était en train de dire il y aura du Dior, quelque chose comme ça. Donc on sentait quand même que ce n'est pas n'importe qui. Et déjà quand elle rentre sur scène, Renata Litvinova, on le voit. Oui, c'est un personnage, c'est-à-dire qu'elle... C'est en ça que c'est intéressant, et c'est en ça que d'ailleurs que le parallèle avec l'histoire et la comédienne travaille pour nous, voilà, et pour le sens du récit, c'est-à-dire que encore une fois c'est un acte artistique très étrange. D'abord on joue dans deux langues, on se parle en russe et en français, c'est surtitré, on communique comme on peut, et puis c'est aussi une pièce dans le fond sur l'exil de cette femme-là, c'est-à-dire que la perte des rôles, elle est aussi due à l'exil et le changement de statut. Aussi parce que pour Renata, pardon, je termine, mais pour Renata, arrivée en France, une star russe, on connaît les stars américaines en France, mais les stars russes, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, les gens qui ne s'intéressaient pas à la civilisation russe ne les connaissent pas. Bon. Et donc, c'est une perte de statut totale pour elle de venir s'installer ici. C'est exactement ce que j'allais vous dire, Nicolas Briançon. Est-ce que finalement, le choix de cette pièce, bien qu'elle l'eût jouée à Moscou, comme vous le disiez, par Renata, n'est pas un peu l'histoire de sa vie, sans aller évidemment jusqu'à la fin, mais je vous explique le pourquoi. Elle a dû se réfugier à Paris avec une langue qu'elle ne connaît pas. Elle voit son destin d'actrice souffrir certainement de ne plus pouvoir jouer dans sa langue natale, à l'heure où sur scène, elle est une ancienne actrice qui était dans le cinéma muet, qui doit apprendre à parler finalement au cinéma alors qu'auparavant elle ne le faisait pas forcément. C'est pourquoi peut-être elle propose cette pièce où elle retranscrit aujourd'hui cette star muette. Oui, je crois que c'est très lié. C'est pour ça que la pièce, elle a plein de degrés de lecture. Et c'est ce qui m'a beaucoup touché, en fait, dans ce projet. Vous savez, de temps en temps, j'ai 62 ans, ça fait quand même plus de 40 ans que je travaille et que je fais ce métier. Je commence à connaître un peu les arcanes du théâtre privé parisien, en tout cas, puisque c'est surtout là-dedans que je m'ébats. Je trouvais tout d'un coup chouette de changer de logiciel, de faire autre chose, de permettre d'abord à ces artistes de s'exprimer en France et de présenter aussi leur travail. Et peut-être aux spectateurs aussi russes de pouvoir avoir la chance. Et alors, vous parliez du public, c'est effectivement à 80% un public russe, de Russes exilés, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je rappelle qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui ont quitté la Russie, et dans ces 2 millions de personnes, essentiellement des artistes, des intellectuels, des ingénieurs, des médecins, c'est-à-dire l'élite, hein. L'élite russe a quitté. Alors,
C'est une position. Je veux pas du tout faire pleurer sur les Russes exilés plus que les gens qui prennent des bombes sur la tête en ce moment, c'est les Ukrainiens, hein, c'est pas les Russes. Donc d'abord on pense à eux évidemment. Mais c'est vrai que les Russes exilés, les Russes qui ont fui ce régime. Pour cette raison-là aussi, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Eux, ils sont un peu dans la double peine. C'est-à-dire que ils peuvent pas sortir d'argent de Moscou. Ils ont pour la plupart de la famille à Moscou. Donc on les somme quand ils arrivent en Europe de se positionner et de s'exprimer. Mais s'exprimer et se positionner, c'est prendre des risques pour ceux qui restent là-bas. Et c'est des vrais risques, hein. C'est pas des petits risques, c'est pas des amendes, c'est de la prison ferme, c'est de l'emprisonnement, c'est de la torture parfois. Il faut rappeler ce que c'est quand même que le régime de Vladimir Poutine, hein. C'est pas du tout cette espèce de chose qui serait dans le fond, genre un peu autoritaire mais pas très dangereuse. Non, c'est un pays dans lequel les opposants politiques sont enfermés et assassinés en prison, et dans lequel les journalistes sont assassinés, oui, soit chez eux, soit dans la rue. Et je ne parle pas du nombre incalculable de gens qui tombent de leurs fenêtres, jusqu'à une procureure new-yorkaise, Yagat Jour, dont la spécialité était d'enquêter sur l'infiltration de la Russie aux États-Unis, et qui, elle aussi, est morte du syndrome de « je suis tombée par ma fenêtre » ou en tout cas dans mon appartement à 43 ans d'une mort subite. Donc c'est des vrais dangers, et en même temps ils ne peuvent pas sortir d'argent. Je reviens à mes réfugiés russes, ils ne peuvent pas sortir d'argent de Russie, et ils ne peuvent pas ouvrir de compte en banque en Europe. Donc la situation, elle est d'une complexité folle. Ils viennent en Europe, mais ils sont obligés de repartir de temps en temps dans un autre pays pour des histoires de passeport, pour pouvoir récupérer un passeport, puisqu'ils n'ont pas le droit. C'est très long d'obtenir un passeport qui sera un passeport définitif. Mais l'État ne fait rien pour eux ? L'État fait un peu, mais enfin l'État fait plus pour on va dire ce qui est normal pour l'Ukraine que pour les Russes. Vous voyez ce que je veux dire ? La priorité, elle est pas pour les gens. Et puis comment séparer le bon grain de l'ivraie, comment savoir ? C'est là que c'est une vraie difficulté, y compris pour l'État qui vient en France. Il faut enquêter, il faut savoir qui c'est, il faut savoir comment, il faut savoir voilà, c'est très compliqué. C'est un problème très complexe que moi je vais pas résoudre. Je suis pas là pour donner des solutions à ça ici, mais en tout cas ça me paraissait normal de tendre la main et d'aider à présenter ça, et j'en suis très heureux, parce qu'effectivement elle est il faut voir Renata rentrer en scène, c'est quelque chose de... Vous faites des grands gestes avec les bras, Nicolas Briançon. Il faut expliquer à nos auditeurs qui, pour le coup, ne peuvent pas forcément vous voir. Elle entre en scène. Renata, c'est une diva qui refuse de s'effacer dans la pièce. Elle se souvient de son passé glorieux. Elle refuse le présent. Elle rêve toujours de triompher à nouveau pour rester la plus grande. Et ça s'entend, puisque en tant qu'actrice principale, elle est d'une grande beauté, il faut le dire. J'ai trouvé que c'était une diva, une beauté à la Ava Gardner ou de Grace Kelly, avec le minois et la blondeur, peut-être une touche aussi d'Emmanuel Seigner, je ne sais pas, voilà, c'est très personnel bien sûr. Ouais, c'est pas faux. Et c'est un jeu extrêmement travaillé. J'aurais voulu savoir si vous y avez été pour quelque chose, parce que je sais que vous avez adapté la pièce pour le film pour le théâtre. C'est un corps très particulier qui se meut d'une façon presque démoniaque. Si on a vu le film de Sunset Boulevard, la séquence de fin, c'est tout du long son jeu d'actrice actuelle. Alors non, je suis pour rien j'ai fait aucune direction d'acteur, aucune mise en scène sur ce spectacle. J'ai adapté, j'ai bénéficié d'une traduction d'abord intégrale de la pièce, puis après on s'est posé autour d'une table et j'ai posé à Renata des questions en lui disant, donc si tu joues une Russe, tu parles russe, donc il faut des gens qui te comprennent. Oui. Donc il faut vous parlez un peu russe aussi, justement. Je parle russe dans la pièce, uniquement dans la pièce. Oui, je peux vous dire, après des efforts considérables de mémoire mnémotechnique, mais ça aussi, c'était intéressant d'essayer ça et de plonger là-dedans. Alors il y a des personnages qui parlent pas du tout russe dans la pièce, qui ne parle qu'en français, et je rappelle que tout est surtitré, c'est-à-dire qu'on est surtitré quand on parle en français, on est surtitré en russe, et quand ça parle russe, c'est surtitré en français. Comme ça, tous les publics des deux pays s'y retrouvent. Et j'ai simplement, décidé en gros de qui parlait russe, qui parlait français, à quel moment ça pouvait communiquer, et j'ai essayé de mettre en français des phrases qui
qui puisse s'adapter à la bouche des acteurs. C'est le travail d'un dialoguiste plus que d'un adaptateur. Nicolas Briançon, l'univers il est captivant, presque hypnotique. Il y a l'ampleur du texte par la manière dont il transcende les codes traditionnels du théâtre. Ça ne ressemble à rien de ce qui se fait actuellement. Pas de pièce classique, pas non plus de drame psychologique, bien qu'il y ait une tension qu'on ressent énormément. C'est un spectacle qui oscille entre cinéma et performance. On dit dans la presse que c'est un objet théâtral hybride. Comment vous prenez cette distinction ? Très bien, parce que c'est comme ça que je le définis. Quand j'en parle, quand je dis à mes copains qui veulent venir, je leur dis c'est un ovni. Voilà, donc il faut changer de logiciel. C'est-à-dire que vous allez pas. C'est sûr qu'on va pas. C'est pas comme si vous alliez au théâtre du Palais Royal ou au théâtre de la Porte Saint-Martin voir un spectacle du théâtre privé. Voilà, on est dans tout à fait autre chose. Mais je trouve qu'en ça c'est toujours passionnant, c'est toujours chouette de se plonger dans d'autres manières d'aborder le théâtre, d'autres cultures, d'autres façons de faire. Moi, ça m'a beaucoup passionné. On va le jouer très peu. On va jouer ce spectacle 7 fois à peu près. Avant l'année prochaine, sans doute une grande tournée internationale, parce que le public de Renata est dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est tous les Russes exilés du monde. Mais là, déjà, par exemple, à Paris, vous parliez du public qui est à 80% russe et qui remplit vraiment Héberto. Et les gens viennent de Londres, viennent de Berlin, viennent de Riga. Certains même viennent de Russie. Ouais. Pour la voir. On avait toute une loge a été achetée l'autre jour par un groupe de 10 personnes qui, en passant par Istanbul, qui est la seule voie à peu près possible, je crois, avec Dubaï pour arriver en France, sont venus voir le spectacle. Nicolas Briançon, ce que j'entends moi dans tout ce que vous nous dites, c'est que quelque part pour vous c'est un challenge formidable à l'heure où, quand on connaît votre carrière, vous n'avez rien à prouver. Vous avez joué dans une 40aine de pièces sur les planches, tout autant en tant que metteur en scène de nouveau sur les planches. Est-ce que pour vous c'est un formidable challenge, une envie de relever un défi que vous ne vous seriez peut-être pas autorisé il fut un temps? Non, c'est sûr, on me l'aurait sans doute pas proposé. Alors, vous dites que j'ai plus rien à prouver, c'est pas du tout un sentiment. C'est très gentil de votre part parce que je pense ça comme un compliment, mais c'est pas du tout un sentiment ressenti parce que le sentiment ressenti, c'est plutôt l'inverse. Vous savez, à chaque j'ai attaqué là, ça n'est qu'un exemple, mais j'ai attaqué il y a une semaine le tournage d'une série pour HBO. Parce qu'on refait un Belphégor. Bon, j'étais ce premier jour de tournage dans une espèce d'incertitude totale de comment j'allais faire, aborder ça, jouer. Bon, ça se résout, après on plonge et ça revient. Mais c'est pour vous dire que c'est pas du tout. Je vis pas ma vie en me disant bon, vous savez maintenant, waouh, je suis tranquille. Pas du tout. Je me pose de plus en plus de questions sur le jeu d'acteur, sur la façon d'aborder les rôles, sur la façon d'aborder mon métier. Donc c'est presque plus, je dirais pas angoissant parce que c'est pas une angoisse, mais questionnant. Je ne sais pas si ce mot plairait beaucoup, mais que rassurant. J'avais plus de certitude à 20 ans finalement qu'à 62. On peut dire que vous n'avez strictement rien à voir avec l'actrice finalement et ce qu'elle défend sur scène, elle qui est plutôt sûre d'elle. On peut dire ça comme ça, sûre de qui elle est. Non, mais c'est les personnages, ça, c'est les personnages qu'on joue. Bien sûr. Mais non, mais je crois qu'elle vit dans une. Alors moi, je pense que ce personnage, je parle du personnage. Alors là, de Monstre Sacré, de ce que joue Renata, elle vit dans une angoisse totale en fait. C'est une angoisse permanente de la beauté enfuie, des rôles qui sont partis, des propositions qui n'arrivent pas. Alors elle se ment, évidemment, pour masquer tout ça. Mais derrière le mensonge, il y a forcément une dose d'angoisse gigantesque. Vous savez, je ne vais pas là non plus faire pleurer sur le sort des acteurs. Vous savez ce que racontait Mastroianni, qui est tellement merveilleux quand on lui disait, mais elle disait, c'est pas trop difficile le métier d'acteur. Elle disait, alors, vous savez, moi, on vient me chercher le matin avec la voix. Déjà, je loge à l'hôtel. J'adore l'hôtel parce que j'ai mis de l'eau dans la salle de bain. Le soir, c'est nettoyé. Puis, j'ai mis des miettes dans les lits. Et le soir, le lit, il est fait. Il n'y a plus rien. Moi. Après, on vient me chercher en voiture. On me dit, vous avez chaud, vous avez froid. On me donne la couverture, on me propose le café. Je tourne 3 minutes utiles par jour. Puis, il me ramène. Et je suis bien payé. Alors là, il se tourne vers le public. Il dit, alors, et si on vous dit, c'est difficile la vie d'acteur, alors vous leur faites ça. Il montrait son doigt comme ça. Bon. Et il a raison. On fait un métier absolument merveilleux, on va pas se plaindre, mais quand même qui s'accompagne, oui, d'une incertitude, d'une angoisse constante pour tous les acteurs que je connais.
Exactement. C'est une pièce aux allures de thriller avec une fin dramatique qui soulève plusieurs questions. Lesquelles pour vous, Nicolas Briançon? Ah bah déjà, il faut pas confondre son métier et la vie. Voilà. Déjà, ça et moi, j'ai toujours aimé l'idée que je faisais un métier, un travail. Je vais travailler. Voilà. Je fais mon travail. Je crois beaucoup d'ailleurs à la vertu travail, beaucoup plus qu'à l'inspiration ou qu'au génie. De temps en temps, certains jours, certains soirs, notamment au théâtre, il se passe un petit truc. C'est-à-dire qu'au-delà du travail que vous avez effectué, vous avez l'impression qu'il y a comme... Vous savez, c'est la sensation du surf. Et comme quand on prend la vague tout d'un coup. Quelque chose d'un peu planant. Et on se dit, alors là, peut-être dans ces moments-là, on peut effleurer ce que peut être un artiste. Mais le reste du temps, c'est un boulot, c'est un métier, c'est un travail comme un artisanat, comme quand on fabrique un meuble. Oui, ça demande une forme de talent, mais ça demande surtout du boulot, quoi, et du savoir-faire. Je crois essentiellement à ça. Apprendre son texte, penser, réfléchir autour de son personnage, élargir les possibles. Tout ça, c'est de la réflexion. L'acte de jouer, il est évidemment un acte, c'est une pulsion, c'est pas une réflexion. Mais cet acte de jouer, cette pulsion, elle s'est accompagnée avant d'un grand travail. Voilà. Sur scène, il faut dire qu'il y a une mise en scène extrêmement sophistiquée, Nicolas Briançon. Je voulais vraiment qu'on n'oublie pas d'en parler. Il y a un clair-obscur, des halos tamisés pensés comme un tableau un peu mouvant, avec une aura mystique qui plane pendant toute la durée du spectacle, un univers très particulier avec, comme on dit, des éclats de glamour, ce qui offre une dimension assez grandiose à la pièce, où la mode a aussi toute sa place sur scène, avec des robes incroyable, sublimissime, de la paillette, du rose, de toutes les couleurs. Il y en a pour tous les goûts, du blanc. Toutes les robes de Renata sont d'Emna, le créateur, enfin l'artiste de Balenciaga, qui d'ailleurs maintenant, je crois, a été nommé à la tête de Dior. Je ne voudrais pas te dire de bêtises. Si la jeune femme qui était en train d'écrire son texto devant moi avait raison, c'est ça. Voilà. Et alors, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a tous les spectacles, c'est-à-dire qu'on joue tous les dimanches à peu près. C'est jamais la même tenue. C'est jamais les mêmes tenues. Donc, ça entraîne des trucs de fou parce que je vois tout d'un coup des traînes de 3,50 m sous mes pieds. Quand je suis en scène et je me dis, oh mon Dieu. Les tenues sont grandioses. Et puis vous le disiez tout à l'heure, Renata a été gérée de nombreuses marques en Russie. On ne va pas les citer, mais voilà, donc on imagine qu'elle aime bien la mode. Ces tenues accompagnent aussi votre métamorphose, la métamorphose des personnages. Vous campez, vous, le rôle d'Otto, qui n'a rien à voir avec celui de Max dans le film, parce que vous êtes beaucoup plus conquérant, je dirais, que celui du majordome dans le film. Peut-être, je ne sais pas. Vous trouvez ? Oui, oui. Peut-être. C'est-à-dire qu'il faut, vous savez, les rôles, il faut les aborder avec ce qu'on est. Et on peut pas. Ça aurait été. J'ai une passion, une admiration immense pour Eric von Stroheim, qui joue le rôle dans le film, qui est un acteur, pour moi, un des plus grands acteurs des années 50. Mais il n'était pas question pour moi de l'imiter. On n'a ni la même tête, ni le même physique, ni le même talent, ni la même voix, ni la même personnalité. Donc il fallait rapporter ça à moi. Et peut-être qu'aussi dans la pièce de Renata, qui est quand même très différente, encore une fois, de Sunset Boulevard, oui. Le personnage est plus dangereux, peut-être. Oui. Voilà, oui. Plus angoissant. Et je crois qu'il y a dans le spectacle, avec le personnage de Lyuba et le personnage de Otto, qu'elle a créé, parce que Lyuba n'existe pas du tout dans le film de... Qui est votre main droite, on va dire. Je pense oui, il y a une forme on a deux statuts d'une forme de totalitarisme qui sont là et qui, alors une avec un peu plus d'humour que l'autre, mais l'un avec plus d'humour que l'autre, mais oui, je pense que mais encore une fois, c'est pas du tout Sunset Boulevard porté à la scène. C'est on pense à Sunset Boulevard parce qu'il y a ce personnage de théâtral, d'actrice. En perte de repères et vieillissant, mais et des meurtres.
Restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Nicolas Briançon, pour la pièce Monstre Sacré, mise en scène par la comédienne russe Renata Litvinova au Théâtre Hébertot, tous les dimanches jusqu'au 25 mai. Dans un instant, on revient, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour à tous. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace d'intensifier encore la pression sur la bande de Gaza où l'armée israélienne a repris son offensive militaire la semaine dernière si le Hamas persiste dans son refus de libérer les otages. Le chef de l'exécutif libanais Nawaf Salam rejette toute normalisation avec Israël. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré cet après-midi lors d'une rencontre avec des journalistes. Il a également assuré que les 5 points stratégiques détenus par Israël dans le sud du Liban ne servaient qu'à faire pression sur Beyrouth et n'avaient aucune utilité sécuritaire. En France, les députés débutent en commission des lois l'examen d'un texte transpartisan qui vise à modifier la définition pénale du viol. Objectif, y intégrer la notion de consentement, un débat juridique qui divise aussi bien les juristes que les associations féministes. Enfin, le président ukrainien se rend à Paris pour une rencontre ce soir à l'Elysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky sera d'ailleurs l'invité de la chaîne télé France 2 à partir de 20h50. Le chef d'État s'exprimera à la veille d'un nouveau sommet sur l'Ukraine organisé à Paris. Et merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on revient sur l'antenne de Radio J avec mon invité aujourd'hui, Nicolas Briançon et mes chroniqueurs. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que l'avenir de votre famille est en Israël ? Préparons votre alia ensemble. L'Agence Juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à faire de votre rêve une réalité. Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi. Des spécialistes sont à votre disposition pour vous guider pas à pas dans votre projet d'Alia. Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 30 mars de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Nicolas Briançon, pour la pièce Monstre Sacré, mise en scène par la comédienne russe Renata Litvinova. C'est au Théâtre Hébertot tous les dimanches jusqu'au 25 mai. On parle de théâtre, on y va tout droit avec Charlène Villemer. Au théâtre. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au théâtre des Béliers dans le 18e arrondissement pour aller voir un genre que vous connaissez bien Nicolas. Un thriller qui mêle police, justice et politique, Big Mother de Mélodie Mouret. Un film, une série, c'est une pièce de théâtre hybride et haletante qui nous plonge au cœur de la manipulation de masse à l'ère du big data. Aux États-Unis, la démocratie vacille et leur vie aussi. Un scandale s'apprête à éclabousser le président américain et la rédaction du journal New York Investigation est en ébullition. Julia Robinson, journaliste politique, en paie le prix fort. Après une altercation musclée avec l'attachée de presse présidentielle, elle est mise à pied. La voilà coincée chez elle entre ennui et frustration jusqu'à ce que sa mère l'envoie consulter le docteur Cohen, officiellement ophtalmologue, officieusement psychologue, selon la maman Robinson. Mais tout bascule quand, dans la salle d'audience, Julia croit reconnaître sur le banc des accusés son compagnon, mort 4 ans plus tôt. Sa voix, son regard, c'est lui, elle en est sûre. Son enquête se croise alors avec celle de son équipe et ensemble, ils mettent au jour un programme de manipulation de masse d'une ampleur inédite. Une course contre la montre s'engage face à un monstre invisible mais omniprésent. Pourquoi doit-on aller voir cette pièce et qu'avez-vous aimé, Charlène ? Eh bien absolument
tout, Cyrielle. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est son rythme. On est tenu en haleine jusqu'à la fin, vraiment. On a réellement l'impression d'être plongé dans un film policier. Les intrigues s'enchaînent, sans temps mort, et les 6 personnages nous embarquent dans une histoire qui nous dépasse complètement. Et puis, ce qui m'a marqué aussi, c'est la quasi-réalité du scénario. Un thriller dystopique où une intelligence artificielle surpuissante prend le contrôle d'un pays, influence l'opinion publique, façonne la conscience collective. C'est une fable glaçante qui résonne étrangement avec notre époque, non ? Ici, ce n'est pas le russe qui s'invite sur scène, mais c'est l'espagnol. Pour les Allemands LV1, rassurez-vous, c'est sous-titré. Dans Monstres sacrés, les mots sont une arme. Dans Big Mother, ils sont manipulés à grande échelle. Nicolas Briançon, si vous aimez les intrigues denses et les personnages complexes, je vous recommande Big Mother en ce moment. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. J'ai même travaillé avec Mélodie Mouret il y a 3 semaines, un petit mois même, pour une soirée au profit des journalistes justement emprisonnés, arrêtés, etc. Et j'aime beaucoup, elle a un talent immense, cette femme. Est-ce que c'est une pièce inspirée d'un livre ? Parce qu'un livre, Big Mother, me parle. Oui, tout à fait. Alors c'est pas inspiré, mais ça a un lien en effet. Ça a un lien, très bien. Merci beaucoup Charlène Villemer. Allez, tout de suite, c'est la chronique de Leslie Valenzy du collectif Agité. Le billet du jour. Comme chaque mercredi, le collectif à juste titre nous propose son regard sur le traitement de l'actualité liée à l'antisémitisme. Agité lutte bien sûr contre les biens antisémites, vous l'avez compris, dans les médias. Et cette semaine, plus qu'un regard, c'est un coup de gueule. Leslie Valenzy, on vous écoute. Merci Cyrielle. Les dernières nouvelles sont glaçantes. Le rabbin d'Orléans violemment agressé devant son fils de 9 ans. Un gouvernement qui renforce encore la sécurité des lieux de vie juifs. Et cette donnée tombée hier comme un coup près. En un an, plus 340% d'actes antisémites en Île-de-France. Alors il faut être juste. La presse n'est pas restée silencieuse, non. C'est tout le contraire. Elle a pris ces sujets-là à bras-le-corps. Les journalistes ont couvert, commenté, enquêté, éditorialisé. Mais très vite, ils ont plongé dans le même piège. Celui du dilemme obsessionnel. Cette même question qui sonne comme un disque rayé. L'antisémitisme est-il plus virulent à l'extrême droite ou à l'extrême gauche ? Et c'est ce gimmick-là qui nous agite aujourd'hui autant qu'il nous déçoit. Pendant que des familles juives vivent sous tension, que des enfants juifs apprennent à se faire discrets, on attendait quand même de la part des médias moins de spectacles, plus de responsabilités. On a un sujet grave et les médias le transforment en match. Alors selon vous Leslie, cette question n'est pas légitime. Est-ce qu'elle serait peut-être mal posée ? Non Cyrielle, cette question a sa place 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais lorsqu'elle devient une ritournelle, lorsqu'elle est centrale, elle est toxique. Elle crée une hiérarchie dans l'ignoble. Et surtout, elle ne soulage pas les victimes ni ne protège qui que ce soit. C'est inquiétant parce que la nuance fout le camp. Par quête de clics, sans doute, d'audience, de moments télé, de sensationnalisme. Alors oui, Aurore Berger l'a dit cette semaine et elle a raison. Il y a un antisémitisme qui tient en 3 lettres. LFI. Et on ne va pas tourner autour du pot. Avec une cour des miracles qui hurle plus fort que les autres, la France insoumise fait peur aux Juifs, à juste titre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le dénoncer sans minimiser l'autre extrême ? Est-ce qu'on est obligé de relativiser l'un pour pointer l'autre ? On le sait, les médias adorent les passes d'armes. Panot qui attaque Bardella sur RTL, Bardella qui réplique et la presse qui en fait les gros titres. Tout ça, c'est du carburant pour la machine à clash. Et ne soyons pas dupes. Chacun des extrêmes y trouve son compte. Chacun s'offre sa petite caution morale. Et par ricochet, l'offre à l'opinion publique. Mais les juifs dans tout ça ? Eh bien les juifs, ils sont coincés au milieu, instrumentalisés, rattrapés par des débats qui les exposent de la mauvaise manière. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les médias traitent mieux ou moins cette polarisation ? Alors on ne leur demande pas de détourner les yeux quand LFI dérape, ni de passer sous silence les relents du RN. Qu'ils en parlent, qu'ils analysent, c'est très bien. Mais qu'ils cessent de nous trimballer d'un extrême à l'autre comme si c'était le seul décor possible. Qu'ils refusent de titrer sur la compétition des haines. Ce qu'on attend, c'est qu'ils disent stop. Stop à ce découpage malsain, extrême droite, extrême gauche, plus grave, moins structuré, plus idéologique. Et en préparant cette chronique, nous, agités que nous sommes, on s'est autorisé un petit moment bisounours. Parce que rêver de responsabilité et de décence, ça ne devrait pas être utopique. Et dans notre monde médiatique idéal, ou même juste un petit peu mieux, les journalistes prendraient le temps d'expliquer, de déconstruire, d'éclairer. Ils tendraient plus le micro à ceux qui vivent l'antisémitisme au quotidien, à ceux qui y résistent aussi.
Il rappellerait, pas en bas de paragraphe, mais en titre, que ce fléau-là est l'affaire de toute la République, que le combat doit être universel. Parce que si on commence à doser le poison à la louche, on finit par le servir froid. Et on y est déjà presque. J'en profite enfin pour saluer une tribune parue ce week-end dans Le Monde. Nicolas Briançon, vous l'avez signée avec 200 personnalités à l'appel du collectif Nous Vivrons. Le titre, « Pour que l'antisionisme ne serve plus de prétexte à l'antisémitisme ». Voilà une vérité que peu de médias osent écrire noir sur blanc. Merci beaucoup Leslie Valenzy du collectif Agité. Forcément Nicolas Briançon, j'ai envie de vous demander pourquoi vous vous êtes associé à ce collectif, même si ça semble Parce que évident. ça me paraissait tellement évident. Enfin, j'ai été comme beaucoup. Alors je vais pas relancer la politique la polémique des extrêmes. Je les renvoie chacun à leur responsabilité. Mais quand même, j'ai été sidéré, oui, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, de la discrétion de ma profession, prompte pourtant à s'engager dans beaucoup de causes, quand c'est pas dans toutes les causes. Et cette sidération ne m'a pas quitté. Voilà. Je ne suis pas juif, enfin, comment ne pas se tenir tout d'un coup, debout, à leur côté dans ce moment-là. Enfin, ça me paraissait tellement normal. Et je suis pas un grand historien, je suis pas un grand spécialiste de la question juive et de la politique d'Israël, mais assez pour savoir que le sionisme, ça n'est pas ça n'est pas la politique de Netanyahou, pour être clair. En tout cas, on peut être très, très opposé à Netanyahou et être sioniste. Voilà, sioniste, c'est la possibilité pour Israël d'avoir un pays. C'est ça le sionisme, en fait. C'est la reconnaissance de la possibilité pour les Juifs d'avoir une terre. Je vois pas en quoi est-ce que ça aurait de fasciste ou de terrifiant, cette idée-là. Elle me paraît tellement normale. Et oui, il y a, vous le disiez, il y a un antisémitisme qui monte dans ce pays et que je trouve très angoissant. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été bien élevé. Je crois qu'on est aussi très tributaire de nos éducations. J'ai un grand-père qui était un très grand résistant, et donc cette question-là, chez nous, elle était, je sais pas, primordiale. Oui, c'est normal. J'ai pas d'autres. Nicolas, j'ai été lire par exemple à un moment quand je sais pas si ça se fait encore, place du Trocadéro, les messages pour les otages tous les vendredis, etc. Voilà, et tout ça me paraît la normalité, le bon sens. Enfin, si je crois peu à la puissance de la parole des acteurs, des artistes. Je pense que d'ailleurs parfois on en fait trop, et je crois que les gens en ont un peu marre de ça. Donc je veux pas non plus me monter comme ça trop fort au créneau, mais si je peux là où je suis aider ou faire entendre quelque chose ou ramener un peu de raison, peut-être même chez une personne ou deux, ça serait déjà pas mal. Il faut le faire, oui, bien sûr. Mais c'est ce que vous faites au quotidien sur les réseaux sociaux, Nicolas Briançon. Quand on vient voir Instagram, on peut pas s'empêcher, quand on fait partie de la communauté juive, d'être assez ému de par vos prises de position qui ne sont parfois même absolument pas faites quand il y a des artistes de la communauté qui restent en effet très silencieux. Est-ce que vous avez des discussions avec les uns et les autres ? Est-ce que dans le métier, vous en parlez sans forcément le brandir ? Le plus regrettable du temps que nous traversons en ce moment, c'est la difficulté à la discussion, justement. C'est-à-dire que, très, très honnêtement, je peux un peu avec certains, parce que j'ai des amitiés dans tous les camps politiques, et beaucoup de gens dans mon métier s'engagent à gauche et à la gauche de la gauche, parfois. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'à quelques exceptions près, qui sont des amis proches avec qui le dialogue n'a jamais cessé, et j'espère ne cessera jamais, il y a des gens avec qui c'est très compliqué de parler de ça, parce que tout se mélange, quoi. Tout se mélange dans leur tête. C'est en ça que
je vais encore une fois, on va pas revenir sur la politique, mais c'est en ça que LFI a une responsabilité quand même majeure dans les amalgames qui sont faits au quotidien entre les Juifs et les bombardements de Gaza et la politique de Netanyahou. Et voilà, on rappelle qu'il y a eu une manifestation immense, énorme en Israël, là, il y a quelques jours. Il faut aussi rappeler que c'est quand même la force d'un État démocratique qui est bien seul et entouré de pays qui le sont peu démocratiques. Voilà. On se félicite de la même façon que à Gaza, il y a eu une manifestation contre la Hamas. Enfin, je dirais. Enfin. Et j'aimerais, moi, que mes petits camarades qui vont défiler contre le racisme l'autre jour à Paris défilent aussi contre l'antisémitisme, mais je ne les retrouve pas. Et ça me désole. Merci Nicolas Briançon. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Nicolas Briançon, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie est concentrée dans un seul instant. » Quelques petites phrases pour recueillir une pensée, une anecdote, un sentiment. La première, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Est-ce que ça vous parle ? À ça ? Eh oui. Fais de ta vie un rêve. Et un rêve, une réalité, ben oui, c'est ce que j'ai tenté de faire. Je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, mais c'est ce que j'ai tenté de faire. J'étais tellement pas profilé pour faire ce métier que de là où je viens et quand l'idée a germé dans ma pauvre tête adolescente que peut-être je pourrais travailler dans un théâtre un jour. Oui, j'ai réussi. Ben ça s'est fait. Et je ne cesse pas d'ailleurs de m'étonner de ce miracle et de me dire mais quelle chance j'ai eu de traverser la vie comme ça, un peu en zigzagant. Justement, quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Ah, quand on veut, on peut. J'aimerais bien. J'aimerais y croire. Je sais pas. Je crains quand même qu'il y ait des gens qui veulent parfois beaucoup et puis qui n'y arrivent pas et qui ne puissent pas. Donc, je suis pas sûr de la réussite à 100% du quand on veut, on peut. En tout cas, si on veut faire, il faut vouloir. Ça, c'est sûr. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème qu'il faut résoudre. Bah, oui, on pourrait dire aussi que la vie, c'est essayer de résoudre des problèmes qu'on ne résoudra jamais complètement. C'est tout à la fois. L'imagination est plus importante que le savoir. Ça vous questionne, ça vous plaît pas beaucoup? Non, mais je pourrais être démago, dire je suis un artiste, ouais, l'imagination c'est mieux que le savoir. C'est plus complexe que ça. Je trouve que le savoir c'est extraordinaire quand même. Moi, je m'en veux de pas savoir plein de choses. Je m'en veux d'avoir des trous dans ma culture. J'aurais adoré être un grand mathématicien, j'aurais adoré être un grand pianiste, j'aurais adoré être un grand historien, j'aurais adoré être un grand juriste. Enfin, vous voyez, un grand médecin. Et tout ça, je suis passé à côté. Donc maintenant, vous l'êtes. Sur scène. Alors, le métier d'acteur permet... Oui, mais je fais semblant, j'effleure, je fais croire que... De toute façon, c'est ma vie, hein, j'aurais fait semblant. Voilà, ça fait 62 ans que je fais semblant, donc je vais continuer. Nicolas Briançon, pour terminer, une philosophie de vie, une citation qui vous accompagne ou un conseil, dites-nous. Oh là, vous me prenez complètement au dépourvu. Alors, je vais très mal citer un poète grec dont j'ai oublié le nom, mais qui est contemporain, que je rechercherai, et qui disait en gros que d'être délibérément aller vers le réel et non vers la légende ne l'a pas déçu, mais enchanté. C'est-à-dire que je crois qu'on peut aller... En tout cas, que le chemin, c'est d'essayer de pas trop se mentir à l'arrivée, d'essayer de pas se mentir, d'essayer d'être le plus dans sa vérité possible, voilà, et dans la vérité possible. Je pense que la vérité n'est pas le contraire de la déception ou de la tristesse. Je crois que la vérité peut générer de la force, de l'imagination, de l'énergie.
Vous savez, les gens pensent souvent que quand on est acteur, on veut être acteur pour jouer des personnages différents, pour être différent. Mais pas du tout. En fait, être acteur, c'est d'abord un long chemin pour essayer de se trouver soi-même. Et c'est un chemin qui n'a pas de fin, mais on avance. Péniblement. Merci beaucoup, Nicolas Briançon. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Je tremble. Vous connaissez la chanson, la musique, Nicolas Briançon. À chaque fois, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc votre portrait où nous allons prendre le temps aujourd'hui avec vous, Véronique Zana. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour Cyrielle. Bonjour. Alors prendre le temps, vous disiez tout à l'heure, je suis un peu long, mais pour être engagé à ce point, c'est un travail de longue haleine, donc déborder encore, on le récupère avec énormément de plaisir. Alors bien évidemment, ce qu'on a entendu très fort chez vous, c'est la navigation entre plusieurs espaces. Et les espaces d'ailleurs, vous les ouvrez, à la fois dans le domaine des langues, dans le domaine du temps, dans ces parallèles, voire dans ces croisements ou dans ces oppositions entre l'imaginaire et le réel. Et vous avez beau dire qu'il ne faut pas confondre le métier et la réalité, eh bien, n'est-ce pas, ça se télescope toujours un petit peu, surtout quand on aimerait être un grand, mais il faut se mettre dans cette grandeur à essayer d'apporter. Vous êtes également dans votre approche plein de tact et de toucher, puisque le tact c'est le toucher, et vous tendez la main, vous prêtez vos mots et vous portez votre voix. Donc on a là une façon de mettre du corps, de le prêter aux autres et d'y être aussi. Et finalement, la notion d'exil, est-ce que ça ne vient pas vous toucher directement quelque part pour arriver à faire cette navigation entre plusieurs langues et trouver ces mots qui se prêtent à la bouche de l'acteur? Ce qui est quand même là aussi un espèce de sur-mesure. Vous avez parlé de vérité, là encore nous y sommes. Comment faire en sorte que le mot, dans une autre langue, prenne la dimension de celui qui l'énonce. Et vous êtes aussi un aventurier, on l'entend un peu, puisque vous amenez dans vos mises en scène, c'est un objet, c'est un ovni, quelque chose de l'image, quelque chose d'un autre rythme. Et vous vous laissez surprendre aussi avec cette femme, moi je n'ai pas vu la pièce, mais que j'imagine très large, très brillante, la belle hystérique. Et d'ailleurs, elle arrive encore à vous surprendre, puisque chaque jour, vous avez droit à une robe différente. Quelle merveille pour un homme d'avoir une femme qui vous étonne, même sur scène comme ça. On est quand même sur quelque chose. J'ai la chance dans la vie d'avoir une femme qui m'étonne au quotidien. Alors, monsieur est un gâté, vous avez bien raison de le préciser. Donc, créatif, généreux, engagé, aventurier. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que ce spectacle ne va être joué que 7 fois. Tiens, voilà un chiffre qui en général vient nous dire quelque chose. Peut-être pas le petit tailleur avec 7 d'un coup, mais peut-être dans une autre dimension, quelque chose d'un peu sacré, quelque chose qui marque. Donc voilà quelque chose d'intéressant. Et vous vous promenez finalement dans les temps, puisque cette pièce, cette histoire est une vieille histoire qui elle-même met en scène du muet jusqu'à l'actuel. Vous la remettez à jour, vous l'inventez. Et vous dites aussi travailler sur Belphégor, donc voilà encore quelque chose d'un autre temps. Et là aussi, je dirais que vous êtes un lecteur, parce que le lecteur vient comprendre ce qu'il a à présenter et l'adapter. Donc lecteur et passeur d'un temps à l'autre. Donc là aussi, merci de continuer à porter les histoires vers nous et de permettre d'en attraper quelque chose. Vous élargissez les possibles. Waouh! Alors là, c'est aussi encore une dimension, un autre espace. C'est moi qui ai dit ça, non? Mais oui, vous l'avez dit, je l'ai bien noté. J'élargis les possibles, j'ai dit ça, j'élargis les possibles. Exactement, élargir les possibles, avez-vous dit. Donc voilà. Des mots que je ne comprends pas toujours. Tout en longueur, énormément de possibles, je crois que je frémis un peu. Et donc, voilà finalement. Allons bon. Pour une assemblée de femmes, nous avons l'homme, pas de commentaire de ma part. Donc finalement, si je devais là aussi pouvoir faire une petite peinture de vous, puisque
pourquoi pas vous attribuer plusieurs mots. J'y aurais mis générosité, engagé, créatif, aventurier, explorateur, puisqu'il s'agit aussi d'en faire quelque chose. Et cette notion de lecteur qui conjugue, qui crée des passages et qui permet de naviguer entre deux langues, entre deux espaces. Et voilà comment vous nous prenez par la main et vous nous étonnez à chaque fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tellement flatté de ce portrait si élogieux. Je voudrais pas que vous pensiez que j'ai des qualités. J'ai un nombre des défauts tellement terrifiants. Émission numéro 2. 3. J'accepte très volontiers ce portrait à décharge que vous faites. D'abord, c'est très difficile de pas vous dire oui quand vous dites aventurier, créatif, etc. Je dis oui. Je vais prendre un air très modeste pour vous dire oui, je crois que c'est assez juste finalement. 62 ans, vous dites que vous faites semblant ? Oui. Bah oui, on fait encore. Non, là, vous avez dit une chose qui m'a touché, quand vous parlez de cette notion d'exil, qui est effectivement quelque chose qui me touche. Je n'ai jamais été un exilé, j'ai toujours vécu ça, mais je pense qu'on peut être exilé de soi-même, hein, parfois, pendant un temps en tout cas. Et je crois que mon adolescence a été un long exil, pourtant au cœur d'une famille aimante, sans problème particulier, et que avec cet exil vient forcément l'idée de la solitude, et que, en tout cas, le sentiment qu'on est seul, quoi, hein, qu'on est seul à affronter. Et donc le besoin aussi de trouver, sans doute aussi dans le travail que j'ai choisi, qui est fondamentalement un travail d'équipe, qui soit d'ailleurs au cinéma ou au théâtre. Et même si on est toujours un peu mis devant parce qu'on est acteur et qu'on porte les mots, vous le disiez, les mots écrits par les autres, les mots des auteurs, on est des vecteurs, hein, on transmet en fait la pensée et le texte des autres. J'ai besoin de travailler avec du monde et d'être entouré voilà, rien ne me fascine plus qu'une équipe de cinéma, par exemple, que le travail des régisseurs, que le travail des assistants, que le travail des machinistes, des électros, etc. J'adore ça, je trouve ça extraordinaire, passionnant. Je suis trop long, hein, donc j'ai fini. Voilà, fallait le dire, voilà, c'est très bien. Merci à vous. Nicolas Briançon, merci à vous Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup Nicolas Briançon d'être venu nous voir pour cette pièce Monstre sacré, mise en scène par la comédienne russe Renata Litvinova au Théâtre Héberto. C'est tous les dimanches jusqu'au 25 mai. C'est un bonheur de vous avoir de nouveau sur Radio J. C'est pour moi le bonheur. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et Todd Anoukaïef. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Alexandra Miel pour la pièce L'Injuste. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain évidemment, toujours sur Radio J.